Voilà, donc je vais vous présenter donc le livre de David Edmonds, Le tramway qui tue. Juste un petit mot sur David Edmonds. C'est un philosophe britannique qui est né en 1964, qui a fait ses études à Oxford et qui est actuellement chercheur émérite à l'université d'Oxford. Alors, ce qu'on peut dire de cet auteur, c'est que c'est un philosophe communicant. Alors je dis communicant parce qu'il a fait d'une part des livres comme La guerre des castes, la philosophie de la discrimination, Le tisonnier de Wittgenstein, mais il travaille aussi dans les médias. Il a fait une série de podcasts de philosophie, Philosophie Byte, ça veut dire la philosophie sa mort, et puis il fait des émissions de philosophie à la BBC. Alors, le livre dont on parle ce soir, c'est ce que j'appellerais de la philosophie habillée. C'est-à-dire que c'est un traité de morale, mais qui se lit comme un roman. Il présente l'histoire des philosophes, leurs relations, il présente des anecdotes, il s'installe dans leur vie, leurs conditions de travail, leur contexte. Et on pourrait dire qu'il a l'art de la digression, qui éclaire et humanise la théorie, sans oublier de faire le lien avec la vraie vie. Donc la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est un récit de voyage en tramway. Alors ce ne sera pas un voyage sans aventure, sans avatar, sans risque. Nous allons nous embarquer dans un tramway qui a perdu ses freins et qui devient incontrôlable. Un petit peu comme dans un film de Rambo où la mort n'est jamais bien loin et les menaces sont constantes. Je voudrais vous lire juste un petit passage des premières lignes du livre. Ce livre laissera dans son sillage une jonchée de cadavres et une belle traînée de sang. Un seul animal souffrira dans ces pages, mais de nombreux êtres humains mourront. Il s'agira pour la plupart de victimes innocentes, prises dans des circonstances bizarres. Un homme obèse sera peut-être poussé d'une passerelle sous les roues d'un tramway. Voilà comment commence ce livre. Alors, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est un aller simple du dépôt jusqu'au terminus, en passant par les 16 stations de la ligne, des premiers dilemmes pour éviter des victimes sur la voie, jusqu'au laboratoire de perfectionnement moral, en passant par la station Saint-Thomas d'Aquin, qui avait déjà eu la solution. Nous verrons qu'il y a d'autres solutions, en sacrifiant un homme obèse sur la voie. Nous assisterons aussi au débat Kant-Wittgenstein-Bentham pour aller jusque dans des zones plus incertaines de la recherche morale. Au terminus, nous ferons le bilan des ratés et de ce qui reste de cette folle aventure. Je commence en disant qu'au départ, nous sommes dans le dépôt et nous sommes en compagnie de Churchill. Churchill, c'est le premier dilemme. Les V1 s'abattent sur le centre de Londres et Churchill va faire une opération de communication, de désinformation avec les Allemands pour faire dévier les V1 du centre-ville au sud de la ville. Et ça fera quand même 6 000 morts, mais il aura épargné au moins 10 000. Alors l'idée du tramway apparaît plus tard, en 1967, dans un article de Philippe Afoot sur l'avortement. Elle imagine un tramway qui perd ses freins, tandis que sur la voie se trouvent 5 personnes attachées. Heureusement, il y a un aiguillage, vous voyez la personne avec l'aiguillage, et cet aiguillage peut faire dévier le tramway, sauf que, là aussi, il y a une personne attachée sur la voie. Vous vous trouvez là, au niveau de l'aiguillage, que faites-vous? À partir de là, le scénario s'enflamme, il se complexifie, il se réinvente sous d'autres formulations, au point de constituer ce qu'on va appeler une sous-branche de l'éthique, la tramologie.
avec ses figures emblématiques, Judith Thomson, Frances Cams, et ses disciplines annexes, dans le but de comprendre les voies du bien et du mal et la meilleure façon de s'orienter dans l'action. À l'origine de la tramologie, il y a trois femmes. Philippa Foot. Alors Philippa Foot, j'ai mis simplement le livre qui est là, parce que je n'ai pas pu avoir de photos, elles sont pas accessibles. Deuxièmement, Elizabeth Anscombe et Iris Murdoch, elles sont ici, là. Alors ce sont trois femmes qui vivent en partie ensemble, partagent le même intérêt pour la philosophie morale, pour la philosophie morale. Elles ont à peu près la même approche philosophique, elles sont contre le subjectivisme et contre l'utilitarisme, et elles ont le même désir de militer envers les droits de l'homme et pour le droit à l'avortement. En réfléchissant au problème de l'avortement, nous arrivons à la station saint Thomas d'Aquin, célèbre philosophe du XIIIe siècle, qui invente la DDE, c'est-à-dire la doctrine du double effet. DDE, doctrine du double effet. Et cette doctrine justifie la légitime défense. Comme pour l'aiguillage, il y a deux effets concomitants, un effet direct, voulu, il s'agit de protéger sa vie, et un effet induit, mais prévisible quand même, de tuer l'agresseur. Si on rapporte au tramway, dans un cas, l'effet direct, c'est sauver 5 personnes, mais l'effet induit, c'est sacrifier la personne seule sur la voie. Pour Philippa Foot, cette explication, cette doctrine, ne suffit pas parce qu'elle présente trois inconvénients. Premièrement, on peut inverser l'ordre des priorités. Il y a un adage qui dit qu'il veut tuer son chien, dit qu'il a la rage. Eh bien, elle dit, de la même façon, on peut provoquer par une intention oblique ce qui n'est pas permis de faire directement. La DDE, en plus, n'est pas décisive si on n'a pas élucidé les conditions d'application. Et troisième idée, c'est que c'est trop compliqué pour agir en cas d'urgence. Alors, ce qu'elle propose à la place, c'est une alternative entre des devoirs négatifs et des devoirs positifs. Les devoirs négatifs, c'est ne pas attenter à la vie des autres. Les devoirs positifs, c'est aider les autres. Alors, si on applique cette théorie au scénario de l'aiguillage, eh bien, on va dire qu'en devoir négatif, eh bien, on peut faire l'aiguillage parce que la menace est déjà là. Et devoir positif, il s'agit de sauver 5 personnes. Elle va chercher, alors dans l'article concerné, Philippa Foot utilise beaucoup d'exemples très différents en dehors du tramway. Et là, elle prend l'exemple de la transplantation. C'est un exercice de pensée qu'on appelle la transplantation. Il s'agit d'un chirurgien qui voit arriver un homme bien portant et qui permettrait de transplanter 5 personnes. 2 pour le rein, 2 pour les poumons et 1 pour le cœur. Est-ce qu'il faut tuer l'homme pour récupérer ses organes? Eh bien, la réponse est non, parce que l'on attente à la vie de quelqu'un, c'est un devoir négatif, on ne peut pas le faire. Alors le tramway va prendre un tournant décisif avec Judith Thomson, qui invente la variante dite de l'homme obèse. Voilà, l'homme obèse. Alors, il y a une passerelle, et puis il y a un homme obèse sur la passerelle, et il suffirait de pousser l'homme obèse pour faire stopper le tramway et sauver les 5 victimes. Faut-il pousser l'homme obèse? Et pour répondre à cette question, Judith Thomson recourt à une doctrine du droit en disant « non, on ne peut pas le pousser parce qu'on ne peut pas disposer d'autrui sans son consentement ». Et pour appuyer cette idée, elle va chercher une autre expérience de pensée, le scénario du violoniste. Alors le scénario du violoniste, vous vous réveillez un matin
allongé à côté d'un violoniste célèbre, branché à lui avec une machine, dans le but de sauver le violoniste atteint d'une maladie rénale mortelle. Alors cette situation ne peut pas durer, elle va durer que 9 mois, mais ni l'hôpital ni la personne ne peuvent l'exiger. Donc on ne peut pas disposer du corps de quiconque sans son consentement. Conclusion, on a une intuition qui est partagée, mais on ne peut pas pousser l'homme obèse parce qu'on n'a pas de principe substantiel pour le fonder. Cela tombe bien parce qu'on arrive à la station Emmanuel Kant, et c'est en l'honneur du sage de Königsberg. Avant de poser la question du mieux, il faudrait se poser la question minimale du devoir. La tramologie met en scène un conflit de devoirs. La déontologie pose d'abord des interdits, des choses qu'on ne doit jamais faire, comme par exemple la torture. La torture est-elle moralement acceptable ? Que faire face à l'enlèvement du jeune Jacob ? Faut-il torturer le suspect pour retrouver l'enfant ? Même cas d'urgence, dans la bombe à retardement, faut-il torturer le terroriste pour désamorcer la bombe à temps ? L'intuition morale favorable à la torture n'est pas unanime, mais on l'accepte à titre exceptionnel pour sauver des innocents. Cela nous ramène au dilemme du tramway. À quel prix éviter une conséquence inévitable ? Pour Philippa Foot, selon le devoir négatif, on peut torturer exceptionnellement parce que c'est le moindre mal. Selon le devoir positif, il faut sauver l'enfant, sauver les victimes innocentes. Il y a donc une incertitude sur les devoirs. Cela est flagrant entre faire ou laisser faire, acte ou omission. On donne une nouvelle expérience de pensée entre Dupont et Durand. Dupont et Durand veulent tous les deux la mort de leur neveu pour hériter de sa fortune. Durand le noie dans sa baignoire. Dupont ne fait rien, il le voit se noyer et il n'agit pas. Dans les deux cas, ce qui est mal, c'est l'intention. Donc on devient centré sur l'intention. Pour Frances Cammes, c'est une des figures de la tramologie, la distinction est entre faire quelque chose parce que, cela implique une conséquence connue mais non voulue, et faire quelque chose dans l'intention de. Et donc on a un nouveau scénario avec 6 personnes en aval de l'homme obèse, et on s'aperçoit que le tramway, si on veut le dévier, on est obligé d'attenter à l'homme obèse. L'intention de tuer l'homme obèse est nécessaire, c'est l'intention décisive qu'il faut interroger. Alors, sauf que à la 7e station, on montre que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comme en témoignent les suites de la grève dans les chemins de fer, Pullman. Il s'agissait à ce moment-là de rétablir l'ordre, de réprimer le mouvement social, mais malheureusement, ça a fait des morts. Et ces 3 choses, c'est exactement la même chose, ce qui fait dire qu'on est là dans un jeu de langage. C'est comme si pousser l'homme obèse serait la conséquence non intentionnelle de l'intention d'étirer ses triceps. Cela relève du sophisme. Au reste, comme le montre Knobbe, à travers d'autres exercices de pensée que je ne vais pas développer parce que ce serait trop long, il explique que l'intention est liée à des jugements moraux. Quelles que soient les raisons que l'on donne, nous voyons le monde à travers une lentille morale. À l'arrêt Bentham, on nous informe que cette lentille est essentiellement utilitariste. Bentham, voilà. Alors, selon Bentham, la chose décisive, c'est la recherche du plus grand bonheur pour le plus grand nombre. L'interpellation du tramway, c'est de sauver les 5 personnes sur la voie, point final. Alors, l'utilitarisme, c'est la pente naturelle de la tramologie, notamment avec John Stuart Mill,
qui apporte deux principes majeurs. Il apporte des nuances à cette doctrine utilitariste. Premièrement, les biens doivent être hiérarchisés, il y a une échelle des valeurs. Deuxièmement, l'action ne peut pas fluctuer selon les opportunités, à cause de l'urgence, d'une part, et à cause du risque de faire basculer la société dans la panique. La société, dit-il, a besoin de règles stables et cohérentes qui fondent la confiance et la justice. Si l'on doit torturer Gafken pour sauver le jeune Jacob, cela doit rester discret, sinon secret. Quant au scénario de la transplantation, dont on a parlé précédemment, c'est tout à fait impensable, sauf à traumatiser toute la société dès que quelqu'un se présente à l'hôpital. L'inconvénient de l'utilitarisme, c'est d'être une morale par le nombre. Parler de tramologue utilitariste, c'est un oxymore, car on ne peut pas pousser l'homme obèse sans état d'âme. L'utilitarisme évacue la dimension essentielle de la vie morale. Deux exemples, le cas de Georges. Georges, qui est un jeune chimiste qui cherche un emploi, on lui propose un emploi dans un labo d'armes chimiques. Il n'en veut pas parce qu'il est contre l'utilisation de cette arme chimique. Deuxième exemple, le cas de Jim. Alors Jim, il arrive en Amérique latine, il se trouve devant un peloton d'exécution de 20 guérilleros, et en l'honneur de cette visite, on lui offre de tuer un des guérilleros pour sauver les 19 autres, ce à quoi il se refuse. Parce que ce qui est en jeu ici, ce sont les convictions, la conviction profonde de la personne, et c'est cela qui interroge désormais le dilemme du tramway. Quelle est la place des sentiments et des réactions instinctives dans l'action morale? C'est dire qu'avec l'utilitarisme, on a épuisé les ressources philosophiques susceptibles d'éclairer la tramologie. À l'arrêt nouvelle philosophie, on se retrouve brutalement arrêté, car à cet arrêt, on nous convie à quitter le fauteuil, les livres et le whisky pour aller sur le terrain, faire des enquêtes sur le modèle des sciences humaines et des méthodes comparatives. C'est le travail de la philosophie expérimentale, ou X-philosophie, qui investit la tramologie. Elle procède à de vastes enquêtes sur 200 000 personnes, par exemple, pour tester de nombreux scénarios. Dans le scénario standard, par exemple, le premier qu'on a montré, 4 personnes sur 5 sont d'accord pour faire dévier le tramway. 90% des personnes sont d'accord pour actionner l'aiguillage. Une personne sur 5 accepte de pousser l'homme obèse de la passerelle. Et 90% refusent de pousser l'homme obèse. Cependant, ces intuitions morales varient selon le genre, selon le profil professionnel, selon la pratique religieuse, selon l'option politique. Les femmes, les personnels hospitaliers, les pratiquants, les libéraux sont plus réticents à causer du tort à un innocent. L'apport de ces études est modeste. Elles mettent en doute la fiabilité des intuitions morales, mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles développent la tramologie à l'infini. Elles développent cette tramologie avec des fictions de plus en plus farfelues, des dispositifs de plus en plus fous, avec des tracteurs sur une troisième voie, des boucles, des doubles boucles, des coups de pouce, des plaques tournantes, des scénarios ingénieux, parfois loufoques, par exemple, faire culbuter 5 personnes en danger sur une autre qui se trouve en contrebas. Donc je voudrais vous donner voilà, le tracteur. Alors la plaque tournante, c'est-à-dire qu'il suffit de... donc le tramway va sur les 5 personnes, mais si on fait bouger la plaque tournante, eh bien c'est l'homme obèse qui sera la victime. Et puis voilà, la personne en contrebas, on peut basculer les personnes sur la voie, mais elles vont
elles vont blesser la personne en contrebas. Donc la tramologie vire à l'insensé. Alors elle divise les tramologues eux-mêmes et débouche sur des impasses, au point que Philippa Foot elle-même se dise consternée devant l'essor d'un sous-genre qui apparaît comme caricatural, binaire et hors sol. Alors hors sol, pas tout à fait, parce qu'il arrive que le réel dépasse la fiction, comme en attestent deux situations. Celle de l'homme qui est percuté par un train dont les fragments blessent une passagère sur le quai. Et cette passagère fera appel au tribunal et le mort sera accusé d'avoir blessé la personne. Une autre situation, c'est celle du docteur Rose Rock, qui, lui, était appelé à faire une transplantation et qui va être accusé de hâter la mort de Ruben pour prélever ses organes. Au final, l'apport de la philosophie expérimentale à la tramologie est modeste. Elle ne lève pas les incertitudes concernant les intuitions morales. Ce qui reste au-delà de l'énigme du passage à l'acte, c'est l'écart quasi irréductible entre l'aiguillage d'un côté, donc le premier schéma, et le choix de l'homme obèse. Cet écart fonde l'hypothèse d'un substrat inné de la moralité. Existe-t-il un instinct moral ? L'hypothèse est difficile à soutenir puisque l'étiquette, comme les bonnes manières et les pratiques morales, varient considérablement. Mais c'est sans compter une étude de John Michael qui met en parallèle l'intuition morale et le langage. En faisant varier les conditions géographiques du scénario du tramway, il montre qu'il y a une grammaire de la moralité. Par exemple, n'est pas moral un jugement qui est influencé par la qualité des personnes en danger. Par exemple, si c'est un enfant, ou si c'est une célébrité, ou si c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime ou qu'on haït. Un des principes de cette grammaire serait le principe de Pareto. Le principe de Pareto, c'est qu'il y a morale quand il y a amélioration dans un groupe, mais sans détériorer la situation de quiconque. Et on cite donc deux exemples. Le cas du capitaine Tom Dudley, qui en 1884 est perdu en haute mer et qui sera accusé du meurtre du garçon de cabine et d'anthropophagie. Et puis le cas en 1987 du Herald of Enterprise, c'est pareil, c'est un bateau en perdition, et le capitaine sera lui aussi accusé du meurtre d'un jeune homme qui était resté bloqué sur l'échelle de secours, et comme il empêchait le secours de passer, il a été mis à l'eau. Donc, dans des circonstances extrêmes, il n'est pas immoral de tuer quelqu'un intentionnellement. Et John Michael va plus loin. Il élabore un test de sens moral et il établit une taxinomie de l'action morale selon les moyens, donc le levier par exemple, les fins, sauver les personnes, les effets secondaires, les conséquences, les effets collatéraux, et le contact de l'homme obèse. Cette approche ouvre la voie aux algorithmes capables de piloter des tramways autonomes, des voitures et autres applications guerrières. Cette approche va très loin parce qu'elle inverse l'ordre des valeurs et des faits. Et c'est ce que propose justement une nouvelle génération de tramologues qui montre que des faits contextuels ont des applications normatives. On connaît l'expérience de Milgram. Il s'agit d'administrer du courant à une personne et on voit que quand il fait confiance aux scientifiques, le sujet suspend sa conscience morale. Il y a aussi une autre expérience qui consiste à donner à des gardiens de prison tout pouvoir, et à partir de là, on assiste à des déchaînements de violence et même du sadisme. Le comportement dépend de facteurs externes comme l'odeur,
La satisfaction des besoins alimentaires, on a remarqué que les juges qui avaient bien mangé étaient plus cléments que d'habitude. On en déduit que le comportement moral est situationniste, c'est-à-dire instable et incohérent. On peut le modifier en modifiant les conditions externes de l'expérience. Par exemple, si on plonge les sujets dans une réalité virtuelle en 3D, si on les met en condition avec des films, si on change le nom des personnes, ou si on substitue l'homme par un singe. On est plus enclin à pousser le singe qu'à pousser l'homme. Il y a un nombre infini de facteurs susceptibles d'influencer nos jugements et nos comportements moraux. La résolution du comportement résulte d'un bras de fer entre la raison normative et l'émotion. Et nous arrivons à la station neurologie, qui nous apporte une première compréhension des variations morales. Elle émane d'un tramologue qui s'appelle Joshua Greene, qui est le premier neurologue à se pencher sur la tramologie et à observer ce qui se passe dans le cerveau au moment où nous réfléchissons sur le dilemme du tramway. Il apparaît que ce dilemme déclenche une lutte neuronale entre deux parties du cerveau, le centre de la pensée et du calcul, par exemple quand il s'agit de sauver 5 personnes, et le centre des émotions, quand il y a un homme sur la voie qui risque de mourir. Dans le dilemme de l'aiguillage, c'est assez facile, l'équation est simple. Une vie, 5 vies, le calcul est utilitariste et il prime. Quand il s'agit de pousser un homme, le centre des émotions se met en sur-régime, il déclenche une alerte émotionnelle et c'est lui qui prend la main. Les neurosciences ouvrent le champ de la neuroéthique qui a une influence sur le droit dans la mesure où elle restreint le libre arbitre et la responsabilité qui en découle. L'évolution du droit est tangible concernant l'homosexualité, par exemple, immorale autrefois, dépénalisée, phénomène normal aujourd'hui. La neuroéthique se tourne dans deux directions. La recherche fondamentale, on se demande pourquoi certaines personnes sont plus utilitaristes que d'autres, pourquoi certaines sont insensibles à l'homme obèse. Elle envisage, par exemple, l'effet de l'imagerie visuelle. Plus elle est forte, et plus il y a de répugnance à pousser l'homme obèse, et inversement. La deuxième voie, c'est la recherche clinique qui contribue à éclairer les altérations du comportement et les inhibitions pathologiques présentes chez les criminels. Dernière remarque, la neuroéthique a ses détracteurs, elle n'explique pas tout. Par exemple, l'amour, le choix idéologique, pourquoi on vote à gauche ou on vote à droite, mais elle éclaire sur les neurotransmetteurs, ces composants chimiques, à l'origine des comportements déviants, destructeurs, addictifs. En abordant la section 14, le tramway devient bionique. Entre la raison qui veille à la bonne conduite et les émotions qui tiennent le volant, il y a la régulation chimique qui équilibre notre comportement moral. Ces substances actives sont bien connues. Il y a l'ocytocine, la testostérone, la vasopressine, la sérotonine, la dopamine, etc. Les laboratoires sont à pied d'œuvre pour nous apporter des solutions pour améliorer notre adaptation au monde. Par exemple, le propanolol, administré après une trop forte émotion, permet d'éviter le syndrome du stress post-traumatique. On pourrait, par exemple, le recommander à quelqu'un qui aurait participé à l'événement tragique du tramway. Avec ces produits, on change d'époque. Là où la morale était affaire d'éducation, de normes, de règles, de transmission, elle est désormais question de médication et de comportement et de compléments hormonaux. Ces substances sont en partie testées par la tramologie avec ses variantes, ses multiples exercices de pensée. Par exemple, élever le taux de sérotonine rend moins utilitariste, donc moins disposé à pousser l'homme obèse. Mais il y a un autre exercice qui est à la faveur des tramologues chimistes, c'est le jeu de l'ultimatum. Le jeu de l'ultimatum, c'est un jeu de partage qui permet de tester les conduites morales de base, le juste, l'injuste, les conduites généreuses ou purement rationnelles. Par exemple, la sérotonine favorise la confiance et incite à accepter
des offres injustes. La testostérone diminue la générosité. L'ocytocine augmente la générosité. L'usage de ces substances est un signe des temps. Ce n'est pas de meilleure aloi dans une société libérale et matérialiste. La pratique de ces substances incite à la prudence. Il faut en mesurer les conséquences négatives, indésirables et les effets délétères imprévisibles. Voilà, notre voyage est bientôt terminé. Il n'y a plus que 2 stations. La 15e s'appelle « Les deux mondes », car la tramologie fait l'objet d'un débat au sein de la philosophie. Il y a les tramophobes qui la rejettent. L'un dit « les trams, c'est pas mon truc ». L'autre dit « les trams, c'est une monstruosité », avec des scénarios farfelus, improbables, qui émettent un doute sur la fiabilité des intuitions morales. La question pour ces tramophobes, c'est la question de la vertu, le courage, l'honnêteté. Une personne vertueuse ne s'avise pas de calculer le rapport coût-avantage de tuer l'homme obèse. À l'inverse, les tramologues, au contraire, trouvent que cette philosophie est concrète. Et du reste, les exercices de pensée relèvent de la tradition philosophique. La caverne de Platon, le malin génie de Descartes, le meurtrier de Kant, le scarabée de Wittgenstein. Ce sont des scénarios qui soutiennent l'argumentation, illustrent la pensée. Ils permettent de naviguer à travers la morale dans un monde désorienté. Il faut donc accepter ces désaccords et comprendre qu'ils sont partie intégrante de la philosophie et de l'interrogation autour de l'utilitarisme. Nous arrivons au terminus. Nous constatons 3 choses. 1, que les dilemmes existent bel et bien dans la vie réelle, notamment lors des catastrophes. L'ouragan Katrina, par exemple, qui met aux prises un sauveteur avec 2 personnes sur un toit, 6 sur un autre. Les inondations à Bangkok, avec des digues pour protéger le centre, mais qui font envahir l'eau au sud. Deuxièmement, la tramologie est un fonds de commerce prospère, stimulé par le développement des neurosciences et l'éthique expérimentale, mais c'est peut-être en voie d'épuisement, n'offrant aujourd'hui que des intuitions faibles et redondantes. Enfin, il y a peut-être un raté avec le rejet de la doctrine du double effet, car cette doctrine résonne avec nos intuitions morales. Elle distingue clairement l'aiguillage, on n'a pas l'intention de tuer. L'homme obèse, l'intention de tuer est tangible. Mais le voyage est terminé. Les passagers descendent un à un. Pullman, le président Cleveland, Philippe Afoot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le président Cleveland, c'est le président des États-Unis, qui est le grand-père de Philippe Afoot. Et c'est lui qui a initié la répression des émeutes dans les chemins de fer. Il y a Elizabeth Anscombe, Iris Murdoch, le capitaine Dudley, etc. Donc l'auteur fait le bilan de ces personnes. Ce qui reste de l'aventure, c'est le choix cruciaux qui existent dans la vraie vie. Et j'aime cette conclusion. Les philosophes ne sont pas d'accord entre eux, mais la clé de la réponse se trouve dans l'étrange situation de l'homme obèse sur la passerelle. Personnellement, je ne le tuerais pas. Et vous, que feriez-vous ? Deux questions très simples. Tu peux nous dire la date du livre ? La date du livre, là ? De la sortie, ouais. Oui, l'année dernière. L'année dernière ? Oui, l'année dernière. Il a été écrit... Alors, il a été écrit... j'avais gardé ça... Oh, ben, je ne l'ai peut-être pas noté. Attends. Il a été écrit il y a 5-6 ans. Ah oui, donc... C'est un livre récent. Hein. Oui, oui. C'était là le sens de ma question. C'est un livre récent. 2013. D'accord. Écrit en 2013, traduit en 2024. D'accord. Et l'autre question, c'est en fait, quand on arrive au terminus, on ne sait pas ce qui s'est passé à chaque station. Ben, c'est-à-dire que chaque station nous amène plus ou moins à une impasse. Hein. Oui. Voilà, c'est ça. Et en fait,
les dilemmes ne sont pas résolus. Les dilemmes ne sont pas résolus. Et puis, si tu veux, c'est la porte ouverte aux neurosciences et aux industries chimiques qui font qu'on peut manipuler la morale assez facilement, puisqu'on peut faire, par exemple, dans des négociations difficiles, on prévoit des sandwichs avec beaucoup de fromage, parce que les fromages contiennent de la sérotonine, et qu'avec la sérotonine, eh bien, on peut accepter des partages injustes. Voilà. Merci. Oui, cette problématique du tramway, je crois que c'est ce qui fait, ce qui fait obstacle à la généralisation des voitures autonomes. Oui. Puisque en fait, une voiture autonome, elle a tout un tas de capteurs, elle doit anticiper tous les accidents. Mais en fait, c'est pas la voiture qui anticipe, c'est la personne qui a programmé la voiture. Et donc, cette situation du tramway où il y a, vous imaginez la voiture qui est face à la situation suivante, il y a un enfant qui traverse la rue, on peut l'éviter, mais on va écraser une vieille personne. Voilà. Donc le programmateur, il doit programmer la voiture, puisque la voiture, elle est censée gérer la situation. Et c'est ce qui fait obstacle aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que, quelle que soit la décision qui soit prise, il y aura toujours un problème moral qui se posera. Et le conducteur, lui, si on est confronté à ce genre de situation, on réagit dans l'urgence. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans l'urgence, on n'a pas le temps d'analyser tous les paramètres et puis on prend une décision qui, dans l'instant T, nous semble être la moins mauvaise. Oui. Mais là, c'est effectivement une très bonne illustration de ces véhicules qui sont effectivement aujourd'hui techniquement au point, puisqu'on sait que la probabilité d'avoir un accident dans un véhicule autonome est plus faible que dans un véhicule conduit par un humain. Mais par contre, voilà, il y a cet obstacle moral. Voilà, c'était juste pour illustrer le propos. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Non seulement on peut faire un algorithme pour prévoir un certain nombre de situations, même un algorithme moral, mais en arrière, après, il faut dire qu'est-ce qui est prioritaire. Et ça, c'est un débat moral, entièrement moral. Et effectivement, c'est une impasse. C'est une impasse. Et puis, il y a les assurances derrière. La responsabilité, est-ce que c'est le concepteur? Est-ce que c'est celui qui a fait le programme? Est-ce que c'est inouï? C'est vertigineux comme question. Je pensais à la question de la responsabilité dans tout ça. Que tu as un choix, il y a un choix à faire. Mais la responsabilité, c'est important. Alors, ce qu'il y a justement dans les dilemmes, si on prend le dilemme de Churchill, il faut prendre la décision à un moment, c'est pas simple. Ou alors, pour les inondations à Bangkok, on a construit des digues pour protéger le centre-ville qui était ultra habité, mais au détriment de la banlieue. Et donc, forcément, ça crée des difficultés. Et la question de la responsabilité, elle est entière. Parce qu'un choix tel que celui-là dans l'urgence, c'est un choix d'urgence, quoi. C'est impossible nul n'est tenu. C'est une immense question. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est que ces dilemmes moraux et la neurologie qui s'y applique montrent quand même qu'il y a un déterminisme. On peut prévoir certains comportements. Alors là, pareil, ça ouvre des abîmes de réflexion.